Élections israéliennes, le quatrième tour sera-t-il le bon? Une conférence de Shikol et de la paix maintenant. C'est la 7e visioconférence que nous organisons depuis quelques mois. Celle-ci est consacrée, comme vous le savez, aux résultats des élections israéliennes. J'avais rappelé une pensée d'Albert Einstein qui disait, on lui prête en tout cas cette pensée, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, c'est justement la question que je voulais poser à nos invités. Quatrième tour en 2 ans d'élection. Les résultats obtenus sont différents des précédents. Est-ce que Israël va finalement avoir un gouvernement stable dans les prochaines semaines ou est-ce qu'on se prépare à un 5e tour? Voilà un petit peu donc le sujet qui va nous intéresser ce soir. Nos 3 invités, je vous présente rapidement. Tamar Sebok interviendra en premier. Tamar est journaliste, correspondante en France du quotidien Yediot Aharonot. Elle se trouve en ce moment en Israël. Elle a été votée, et d'une part, et par ailleurs, elle pourra donc nous donner un peu plus de précision sur la façon dont on a retrouvé le pays après plus d'1 an, parce qu'elle n'y a pas été à cause de l'épidémie pendant 1 an, et quelle a été son impression à son retour, et puis surtout quel est le résultat de ces élections. Le deuxième intervenant sera Denis Charbit, que tous nos adhérents connaissent bien. Denis nous fait l'amitié encore d'être avec nous ce soir, professeur de Sciences Po à l'Université ouverte d'Israël, politologue. Il a écrit de nombreux ouvrages, je rappelle ces 2 derniers. Retour sur Ait Neuland, la traversée des utopies sionistes sortie aux éditions de l'Éclat, et Israël et ses paradoxes, 2e édition Le Cavalier Bleu. Enfin, Sami Cohen, directeur de recherche émérite à Sciences Po, spécialiste à la fois des affaires de défense et fin connaisseur de la société israélienne. Ces 2 derniers ouvrages parus, Israël et ses colombes, enquête sur le camp de la paix, paru chez Gallimard en 2016, et c'est encore tout chaud, vous pouvez y aller dans vos librairies de quartier, acheter un livre qui s'appelle Israël, une démocratie fragile, paru aux éditions Fayard. Je vous le recommande vivement. Je viens de l'achever ce matin. Et je passe tout de suite la parole à Tamar. Chomatoti? Quel Donc, par rapport au pays, je trouve que les gens sont fatigués. Ce qui les préoccupe, ce n'est plus les élections, mais l'état économique. Alors, on a des rapports qui disent qu'en fait, les pays n'ont pas souffert. Mais c'est toujours la différence entre les couches supérieures, l'high-tech, et tous les... On estime à 65 000 les affaires qui vont fermer après les Covid. Le secteur culturel a beaucoup souffert, les indépendants, un peu comme en France, mais en Israël, les aides sont moindres. 2 tendances. La première, c'est que les gens votent évidemment pour 2 partis de gauche et de droite, mais la question israélo-palestinienne les préoccupe moins qu'avant. C'est-à-dire que c'est plus par appartenance que par des opinions sur ce qui va se passer bientôt dans le conflit. Et puis le fait qu'il y a eu les accords d'Abraham changer quelque chose. Beaucoup de gens qui sont allés à Dubaï, il y a eu beaucoup plus d'interactions. Et évidemment, c'est les Arabes israéliens qui sont 20% de la population, qui font leur apparence parce que c'était une population cachée, en fait, dans le média, dans la Knesset, parce qu'ils s'abstenaient souvent. Donc, ils commencent à prendre du poids dans l'opinion publique et dans la visibilité. Et l'autre question, c'est la question de la confiance. Ça veut dire que les politiciens partout ont une parole relative, on va dire, mais après tout ce qui se passait en Israël, il n'y a aucun respect. Ça veut dire que les gens sont un peu résignés, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ce n'est pas parce que Benedict qui ne va pas s'asseoir sous Lapid qui va vraiment le faire. C'est pas parce que Netanyahou dit que Ben Gvir, qui est de l'extrême droite, ne veut pas être en ministre que ça va vraiment se passer comme ça. C'est extrêmement flou. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a eu la surprise de Benny Gantz, dont on a été plus ou moins sûr qu'il est fini
un cheval mort, comme on dit dans la course. Et il a quand même réussi à avoir 8 mandats. Parce qu'à un moment, on a dit il faudra qu'il se résigne à partir complètement et à laisser le mandat au bloc de centre-gauche pour ne pas faire de perdition. Et ce que j'entends quand je parle avec les gens, c'est ça y est, il a appris, c'est quelqu'un de très droit, c'est le seul qui a vraiment une parole. Ça veut dire que le fait qu'il a été manipulé par Netanyahou, enfin, c'est comme ça que c'est perçu, qu'il a été manipulé par Netanyahou, mais qu'à la fin, il a compris, ça lui a donné une fiabilité, vrai ou pas vrai, mais qui semble être très, très important, parce que les gens sont déboussolés par rapport à la parole politique. Et la dernière chose, c'est qu'il y a eu énormément d'absorption. On n'a pas eu si peu de gens qui ont voté depuis 2000 ans. On a eu 67% de la population et de la population arabe israélienne, 45%, qui a donné un seuil d'éligibilité très bas. Parce qu'en Israël, comme vous savez, il faut 3%, 25 de votes pour entrer dans la Knesset et c'est directement 4 mandats. Ça fait 143 000, ce qui met le mandat vaut à peu près 35. Et c'est intéressant de le savoir parce que, par exemple, Likoud a perdu 2 mandats chez les Arabes israéliens. Donc, il y a eu des mouvements quand même. Le Likoud a aussi beaucoup perdu et ses votes sont allés plutôt chez, on va dire, le mouvement religieux modéré, de réforme religieuse. Donc, il y a eu des mouvements qu'on n'a pas vus avant. Maintenant, par rapport aux résultats, le Likoud a obtenu 3 mandats, 24% de votes. Yesh Atid, donc Yair Lapid, 17 mandats, donc on est déjà à 13%, presque 14%. Puis on a Shatz, Deri, donc religieux plutôt séfarade, bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, qui arrive avec 9. Alors ça, c'est des mandats qui sont assez stables, on est entre 8 et 9. Jadis, ils sont arrivés jusqu'à 13, mais le temps est révolu. Après, Kahol-Lavan de Gantz, qui a fait donc la surprise, 8 mandats. Yamina de Bennett, 7 mandats. C'est pas beaucoup, mais en Israël, il y a toujours des faiseurs de rois. Ça veut dire que pas tout le mandat, c'est vous. Je dis des kilos de plumes ou de fer, il y a des kilos de diamants et de fer. Ça veut dire 7 mandats pour Bennett. Ça semble pas beaucoup, mais c'est très important parce que là où il va se pencher, il y aura la majorité pour former un gouvernement. Après, on a eu les grands retours de la Voda grâce des travaillistes, grâce à Merav Michaeli qui a fait quand même un travail extraordinaire parce que, pareil, cette partie de gauche était en plan dérive et elle risquait de disparaître. Et, pareil, au niveau de capital de fiabilité, elle a vraiment réussi à montrer que sa parole compte et que ça ne va pas bouger. Et la liste est assez représentative des électeurs de socialistes. Après, on a Degel HaTorah, donc la partie religieuse Ashkenaz, 7 mandats, pareil, c'est stable. Lieberman, Israël Beiteinu avec 7. Lieberman, c'était les grands faiseurs de rois avant. Maintenant, il a perdu sa place. Et donc, on arrive aux partis arabes qui se sont scindés en 2. Ça, c'est le dernier grand coup d'éclat de Netanyahou, qui est spécialiste à sonder des listes qui puissent former un bloc qui va le gêner. Donc, 6 mandats. Alors, le parti arabe uni avant quand ils étaient 4 avec Mansour Abbas, on était à 15 mandats, ils sont descendus à 6. Bon, on va dire 10 avec Mansour Abbas. Comme je dis, la population arabe s'est désintéressée de cette élection. Puis on a
les sionistes religieux, sionistes datiques, donc Smotrich, Ben Gvir et Noam, donc c'est des partis qui en elles seuls n'ont jamais passé le seuil d'éligibilité. Et là, le fait qu'ils se sont mis ensemble, et ça aussi, c'est une sorte de Frankenstein de Netanyahou, qui a créé aussi un accord en Israël, on crée un accord entre partis au cas où il y a des perditions de vote. Ils vont ça veut dire que ça peut, pour que les votes ne soient pas perdus, la partie qui a plus de chances à accéder à un mandat supplémentaire récupère le vote de l'autre. Mais c'est aussi une déclaration d'intention. Donc, cette partie d'extrême droite a eu cet accord avec les Likoud quand même. 6 mandats. 10 qui n'ont pas passé le seuil d'éligibilité avant. Puis on a Gidon Sa'ar, nouvel espoir, Tikva Hadasha, qui devait être le prétendant qui allait déstabiliser Netanyahou et qui s'est trouvé écrasé à 6 mandats. Meretz qui a fait un grand retour de 6 mandats, quand au début de la campagne, il était question dépasser les seuils d'éligibilité. Et il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, des gens qui n'étaient pas sûrs pour qui ils vont voter. Ça, c'est des conversations que j'ai eues, et qui ont dit il est inimaginable qu'il n'y ait pas Meretz dans la Knesset. J'ai même entendu la mère d'une amie qui a 80 ans et qui vote Likoud depuis toujours, et qui a dit il est inimaginable de ne pas avoir Meretz dans la Knesset. Donc, 6 mandats. Et puis, on a Mansour Abbas, qui est la grande surprise, donc qui est la liste arabe-unie. Alors, encore une fois, c'est aussi un peu en manœuvre de Netanyahou, qui a proposé à Mansour Abbas une possibilité d'entrer au gouvernement, quoique le parti d'extrême droite ne seront jamais d'accord de se mettre dans le même gouvernement que lui, donc ça va être des accords tacites, soutien de l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la société arabe israélienne est en crise. Ça veut dire qu'ils en ont marre que leurs représentants parlent plutôt du conflit israélo-palestinien quand il y a une criminalité, vraiment, c'est le Wild West, on va dire, dans le sud, dans le grand ville arabe. Il y a beaucoup de mafias, on tire dans les rues, il y a des gens qui sont morts tous les jours. Ils ont vraiment envie que quelqu'un s'occupe d'eux. Et le fait que la liste s'est scindée et le fait qu'ils ont l'impression qu'on ne parle pas de leurs problèmes, c'est ça qui a créé une crise. Et voilà Mansour Abbas qui dit, moi je veux aller, même avec Netanyahou, je vais aller avec la personne qui va me promettre s'occuper des problèmes de la population arabe. Et je rappelle aussi que, pareil, on fait un peu abstraction, mais la population arabe et arabe israélienne, bien israélienne, ça dépend comment ils se définissent, est très intégrée. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des gens dans les high-tech, c'est des plus que ça a été où il n'y avait pas d'interactions dans la société. Et ça, c'est très important. Et donc, la coalition dure que Netanyahou a maintenant est à peu près de 52 voix. Donc, or, on a besoin de 61. Celle des anti-Bibi, qui est un grand supermarché, donc anti-Bibi, c'est la seule chose qui les tient ensemble, c'est 57. Et ceux qui sont les faiseurs de roi sont Mansour Abbas, donc, et Bennett. Donc, je rappelle, Bennett a 7 mandats et Mansour Abbas 4, mais ces mandats pèsent. Qu'est-ce qui va faire Bennett? Grand dilemme, parce que c'est la seule fois où il a l'occasion d'être Premier ministre. Ce n'est pas une occasion qu'on passe si facilement, tout par rapport à quelqu'un qui est dans le Knesset, celle d'avant, enfin, il n'est pas entré, donc il arrive de très loin.
De l'autre côté, dire non à Netanyahou, c'est risquer beaucoup par rapport à ses électeurs qui l'ont élu aussi pour voir un gouvernement de droite, mais pas nécessairement voter directement pour Netanyahou. Donc, il risque de perdre vraiment le soutien de gens qui votent pour lui. Donc, lui, il a dilemme cornélienne. Mansour Abbas, il a été élu pour améliorer l'état des Arabes israéliens. Donc, c'est qui va me proposer une meilleure vie. C'est extrêmement simple. Netanyahou a l'avantage d'avoir une coalition plus homogène, tandis que dans le bloc anti-Bibi, on trouve de tout et des gens qui veulent pas nécessairement se mettre ensemble. Ça veut dire Lieberman, il a dit je ne veux pas me mettre avec les Arabes israéliens. Sahar aussi, les Arabes israéliens ne veulent pas se mettre avec Bennett, etc., etc. Je vais continuer. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Il faudra que tout le monde cède. Alors, il y a eu beaucoup de discussions derrière les rideaux, et là, ça a explosé sur Twitter hier avec Guidon Sarr qui dit la fenêtre est très étroite. Donc, il faut maintenant y aller. Et Netanyahou, bizarrement, est très silencieux. Ça fait une semaine qu'on n'a pas entendu parler. Donc, par rapport aux élections, il sait comment faire pression, dire des façons moins ostentatoires, et donc pouvoir proposer des choses sans que ça soit vu et su. Depuis 2 ans, le président d'Israël, Reuven Rivlin, insiste que quand le parti vienne le voir et recommande leur candidat pour former la coalition, parce que c'est comme ça que ça se passe, que ces rencontres soient transmises en direct pour que la démocratie s'évoie et se sache. Et là, on revient à cette crise de confiance dont le président d'Israël essaye au moins pas éradiquer, mais bon, de montrer qu'au moins les institutions qui sont au-delà de la politique, qui sont au-dessus de la politique, sont fiables. Il a eu cette phrase qui est inhabituelle, parce qu'il est supposé être neutre, sachant qu'il a déjà dit aux troisième élection qui ne va pas laisser ces prolongations s'éterniser. Il a eu cette phrase le peuple désire des rassemblements inhabituels et des collaborations qui traversent les secteurs de la société israélienne. Donc, comprenne qui veut. C'est qui a entraîné une attaque aujourd'hui des membres du Likoud en disant il intervient dans la politique, c'est pas à lui, il faut lui prendre cette droit de décider qui va former la coalition et les passer au président de la Knesset. Donc, on revient, comme toujours, ce clivage entre les institutions des droits et la politique, qui est aussi une des grandes crises de la société israélienne en ce moment. Dernière chose que je peux dire, c'est que pendant des années, on a eu l'impression de voir la société israélienne aller à gauche et à droite sur une espèce de ligne, on dirait en règle, où on va à gauche, à droite comme ça, et on mesure à quel point les gens sont à droite ou à gauche. La société étant de plus en plus polarisée, et ça on connaît aussi en France, c'est vraiment de micro-groupes avec lesquels il y a une adhésion sur 2-3 principes, mais c'est ça les principes qui comptent. Ça veut dire Smotrich, c'est vraiment les territoires anti-arabes, je dirais homophobes, etc., racistes.
Les partis des gauches, c'est bon, le principe plutôt d'ouverture des collaborations, et les Likoud, c'est Bibi, Bibi, Bibi. Et ça, c'est ne pas Bibi. Donc, c'est des micro-groupes, et ça sera très, très difficile de le faire tous coexister. Alors, les paris sont ouverts. Si vous me demandez, c'est soit Netanyahou, soit 5e élection, soit miracle, Bennett accepte, ne peut pas résister à la tentation d'être Premier ministre. Bon, avec ce tour d'horizon, je sais que c'était compliqué. On ne connaît pas aussi bien la politique israélienne et tous ses partis. En tout cas, ce qui ressort bien, c'est d'une part qu'aucun des deux camps n'a une majorité. Et pour la 4e fois, Netanyahou n'a pas réussi à avoir sur sa liste 61 députés. Donc ça, c'est le 4e échec consécutif. Ailleurs, on aurait probablement démissionné, laissé la place à d'autres, ce qui n'est pas le cas au Likoud. Et puis par ailleurs, une situation encore bloquée, mais il y a quelques jours encore, le président va recevoir, comme tu le disais, la semaine prochaine les responsables de chaque parti. Chaque parti devra préconiser un candidat pour lequel il voterait pour être futur Premier ministre. Il faut que ce candidat retienne 61 mandats. On saura dans les prochains jours si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, le président peut décider de confier aussi le mandat à quelqu'un qui pourrait être minoritaire, mais susceptible de ne pas avoir contre lui 61 députés. Ça, il faut aussi le savoir, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un gouvernement minoritaire avec 57, 58, 59. Si en face, il n'y a pas 61 contre toi, ça a été le cas à l'époque même de Rabin, je le rappelle pour l'histoire, en 92, le dernier gouvernement Rabin, il n'avait une majorité relative, mais avec le soutien des listes arabes à l'extérieur de son gouvernement, il a pu quand même faire voter les accords d'Oslo. Donc, il y a eu dans l'histoire d'Israël des cas de figure où des gouvernements minoritaires ont tenu et ont géré le pays. Qu'en sera-t-il dans les prochains jours? On le verra. Merci Tamar pour cette première introduction. Je passe la parole à Denis. Denis? Ok, merci Tamar. Bonjour Samy, bonjour David et Ilan. Moi, je voudrais insister sur 3 points essentiels. Le premier, il faut bien comprendre, et ça c'est important, et surtout si on s'adresse à des membres, ou à des proches ou des sympathisants du J-Call. En termes d'électeurs, nous avons 2 500 000 électeurs sur 4 400 000 qui votent à droite, pour n'importe quel parti de droite, que ces partis de droite se prononcent en faveur d'une entrée dans la coalition de Netanyahou ou opposée. C'est 2 500 000. Nous avons à gauche et au centre un chiffre qui équivaut à 1 400 000. Donc, vous voyez le rapport, 1 400 000, 2 500 000. Et nous avons les Arabes israéliens qui, cette fois-ci, se sont portés vers les urnes à hauteur de 400 000 seulement. Cela veut dire que le rapport actuel fait 1 900 000 contre 2 400 000, mais vous ne vous en rendez pas compte en quelque sorte dans je dirais la contestation ou les négociations qui se jouent aujourd'hui, parce que parmi ces 2 500 000, vous en avez 500 000 ceux qui se sont reportés sur le parti de Gideon Sa'ar et le parti d'Avigdor Lieberman, qui échappent à Netanyahou, en tout cas tant qu'ils n'ont pas cédé sur leur opposition à former une coalition avec Netanyahou. Donc, il faut bien comprendre que le rapport de force gauche-centre et droite est un rapport de minorité à majorité, contrebalancé par la participation arabe, laquelle a été plus faible cette fois-ci. Et il est évident, et il faut dire les choses telles quelles, si Netanyahou, même si ça paraît totalement exclu, si Netanyahou décidait de donner sa démission, nous aurions aujourd'hui un gouvernement à droite toute, avec ou sans le parti du sionisme religieux, vis-à-vis desquels Gideon Sa'ar et Lieberman auraient établi un cordon sanitaire, mais en tout cas où on aurait une majorité favorable à droite. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas trop se gargariser sur l'évolution politique de l'opinion publique israélienne, qui certes donc s'est droitisée, à ceci près que au sein de cette droite,
vous avez un clivage entre une droite, on va dire, libérale conservatrice, hein, si je peux me permettre d'employer cette expression qui est un peu oxymore, ce qu'on appelle en hébreu Yamin Mamlarti, je dirais une droite républicaine, on dirait en vocabulaire politique français, et voilà, et qui ont du mal avec Netanyahou, et je dirais avec un style de politique que Netanyahou a mis en place, surtout ces 5 dernières années, en prenant comme cible les institutions. Pour Gideon Sa'ar, on ne prend pas pour cible ni la justice, ni la police, ni le procureur de l'État, ni le conseiller juridique du gouvernement. Voilà, ce qui ne veut pas dire que Gideon Sa'ar ne partage pas des velléités de réforme, mais je dirais dans un dialogue ou dans une concertation, là où Netanyahou le fait dans un style qui lui est propre et qui est un style, je dirais, personnel, voire autoritaire. Donc ça, c'est le premier plan. Hein. Il y a un match nul favorable à Netanyahou, hostile à Netanyahou, mais il n'y a pas de match nul en termes de rapport droite face au centre, plus la gauche, plus les électeurs arabes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais ici défendre, c'est m'élever, en quelque sorte, contre la mise en cause automatique et systématique et pavlovienne du mode de scrutin à la proportionnelle. Je suis bien conscient, et je vous en dirai tout de suite quelques mots, je suis bien conscient des inconvénients du système proportionnel, mais on ne peut pas, pour ces élections-là, en tout cas, mettre en cause le système pour une raison très simple. C'est que cette fois-ci, les Israéliens disposaient d'un gouvernement avec une majorité de 73 députés, ce qui montre bien que la proportionnelle est en mesure de dégager un gouvernement stable, à ceci près que Netanyahou, s'étant engagé formellement, officiellement, à céder le pouvoir à Benny Gantz en novembre 2021, il a tiré parti d'une lacune qui existe dans la législation israélienne, en l'occurrence le vote d'un budget, pour provoquer des élections anticipées qui n'ont rien à voir avec les problèmes de la proportionnelle. Alors je suis bien conscient que défendre la proportionnelle dans un pays et parmi des citoyens français qui sont depuis 1958 satisfaits du scrutin majoritaire à 2 tours, je comprends la gageure de mon engagement, mais je pense qu'il faut comprendre que on ne peut pas, que bien sûr la proportionnelle génère des inconvénients, mais elle génère également des avantages. Et le premier avantage, et là je dirais même c'est criant, on peut penser que c'est pas un avantage, mais moi je pense que ça en est, surtout dans une situation où nous sommes un État sans constitution. Il faut bien tenir compte, on est un État sans constitution, même si on a des lois fondamentales, mais elles peuvent être changées, à part trois lois, elles peuvent être changées sans aucune difficulté, avec une majorité ordinaire. N'oublions pas que Israël est un pays qui est en guerre, donc un Premier ministre avec son cabinet de sécurité peut déclarer la guerre. Et dans ce contexte-là, je pense que le système proportionnel, précisément parce que c'est un système de compromis, est une bonne chose. Et la vertu pour moi du système proportionnel, on n'y pense pas assez, c'est que précisément, elle fait la distinction entre 2 tours, entre ce que les électeurs décident, et ce qu'ils décident, c'est une chose et une seule. Ils ne décident pas quel sera le Premier ministre, ils ne décident pas non plus quelle sera la future coalition. Les électeurs ne donnent que proportionnellement à chacun des partis la force qu'ils vont représenter en fonction des voix qu'ils ont obtenues. Alors c'est vrai qu'avec 3,25%, depuis plus de 2 ans, personne ne dira que 8 partis, c'est énorme et c'est trop. Quand on sait qu'il y a au moins 4 familles politiques, la famille de droite, la famille religieuse, la famille du centre et la famille de la gauche, et la famille arabe. 8 partis politiques avec 5 familles, ça ne me semble pas un chiffre démesuré. C'est vrai que cette fois-ci, tous les partis qu'on donnait tangent compte tenu du fait qu'il fallait obtenir 3,25% des voix, sont tous passés. Du coup, c'est vrai qu'on se retrouve cette fois-ci avec 13 partis politiques, un petit peu comme du temps où le seuil était à 1% ou à 2% ou 2,5%. Alors, concernant la proportionnelle, je dis que l'avantage, c'est qu'il y a un deuxième tour, et ce deuxième tour, c'est effectivement la formation d'un gouvernement. Et ça nous échappe complètement. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ridicule et insupportable quand on dit « voilà ce que veut le peuple ».
le peuple ne décide pas du deuxième tour. C'est qui va additionner 61. Et là, on a toutes les possibilités. Et vous le voyez bien, chez Benny Gantz d'obtenir son mandat, eh bien, c'est tout simplement de le lui confier. De dire, vous allez être le Premier ministre de transition. Alors, ça pourrait durer au moins 2 ans, ou voire 3 ans, voire même, pourquoi pas 4 ans, permettant aux quinquagénaires que sont Bennett, Lapid et Sahar de se préparer avec des postes ministériels importants, de se préparer pour la course qui aura lieu ensuite. Et c'est une manière de dire à Netanyahou, tu as voulu violer une norme, violer une parole que tu as donnée, eh bien, nous rétablissons la norme en donnant à Benny Gantz la possibilité d'être Premier ministre. C'est un scénario. Le deuxième, c'est bien entendu, on l'a évoqué, enfin Tamar l'a évoqué, c'est Netanyahou avec comme faiseur de roi le parti de Mansour Abbas, à ceci près qu'il est attaqué par son extrême droite, qui ne veut pas entendre parler de ce scénario-là. Et à ce moment-là, le troisième scénario est le scénario de Gideon Sa'ar, qui céderait à la pression qu'on exerce sur lui. Et je viens d'entendre, je vous donne une info tout à fait récente, à 8 heures, Netanyahou a fait son premier discours, et il invite tout simplement Gideon Sa'ar, après toutes les rivalités qui ont eu entre eux, eh bien, de se réconcilier et de pouvoir le mettre dans sa coalition. Et à ce moment-là, ce serait une coalition de droite avec Yamina, lequel Yamina, là aussi toujours selon le discours de Netanyahou prononcé il y a une dizaine de minutes, lequel Yamina ferait partie du Likoud et obtiendrait une part des députés lors de 2 prochaines élections, qu'elles soient imminentes ou qu'elles soient dans 4 ans et dans 8 ans. Le troisième scénario, c'est effectivement là aussi une coalition du grand écart, donc de Yamina jusqu'à Mansour Abbas, y compris la liste arabe unifiée. Et encore une fois, voilà, je dirais, et la dernière étant, j'allais oublier la dernière étant que Gideon Sa'ar et Bennett entrent dans ce gouvernement de Netanyahou, mais à une condition à laquelle Netanyahou n'est pas prêt aujourd'hui à entendre, qui consisterait pour lui à exercer sa rotation dans 2 ans. C'est-à-dire, ça lui permettrait de 2021 à 2023 de mener son procès sans être ministre et sans être député, mais tout en restant le chef du Likoud. Et voilà, et ça permettrait à ce moment-là à celui des deux qui sera désigné, Bennett ou Sa'ar, d'être Premier ministre. Et si Netanyahou est acquitté, eh bien, il reviendrait 2 ans après comme Premier ministre. Et s'il est condamné, eh bien, c'en sera terminé de sa vie politique. Alors, je vous ai défini les scénarios possibles et je voudrais dire pourquoi, d'une certaine manière, voilà pour moi quel est le défaut majeur du système proportionnel. Il tue la campagne électorale dans la mesure où elle ne porte plus désormais que sur un enjeu, avec qui vous allez vous allier, avec qui vous prêtez serment que vous n'allez pas rejoindre tel ou tel leader, tel ou tel parti. Et c'est vrai qu'au lieu de laisser cette souplesse-là uniquement après le résultat des élections, ça polarise la campagne électorale. Et de ce fait, c'est pas simplement, Tamar disait qu'on n'a pas parlé de la question palestinienne, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais on n'a pas parlé plus du programme économique avec la sortie de crise. Voilà, c'est une campagne électorale qui n'apportait que sur les scénarios possibles et comment chaque parti se situe par rapport à ce scénario éventuel. Et ça, je trouve ça un petit peu dommageable d'anticiper le second tour, c'est-à-dire qui a lieu au lendemain des résultats, en ne parlant que de ces combinaisons ou de ces combines politiques qui ne sont pas très reluisantes. Un petit mot encore sur Raham, mais peut-être auparavant, un mot sur la question palestinienne. On a beaucoup parlé, et moi je voudrais dire là-dessus quelque chose. Beaucoup de journalistes français m'ont interrogé là-dessus, etc., en s'indignant que la question palestinienne n'ait pas été à l'ordre du jour. C'est vrai qu'elle n'a pas été à l'ordre du jour, personne ne peut dire le contraire. Mais je noterai quand même 2 choses. La première, c'est que l'annexion non plus n'a pas été à l'ordre du jour, alors qu'elle l'avait été au mois de mars dernier. Donc de ce point de vue-là, l'absence du débat sur l'annexion montre que quelque chose a changé, qu'on a bien compris que Biden, entre-temps, avait accédé à la présidence des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Mais le point plus fondamental, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un... Alors, je sais bien qu'on peut avoir d'une campagne électorale une vision strictement en termes de campagne de communication. Hein. Il y a des spécialistes qui viennent et qui vous disent, voilà, on va introduire ce sujet-là, pas un deuxième, pas un troisième, comme s'ils étaient capables de tout. Alors, bien sûr que je ne
retirer rien des capacités de ces directeurs de campagne, mais je voudrais quand même dire que la question palestinienne ne peut s'inviter dans une campagne électorale en Israël que s'il y a ou une négociation d'un côté ou de la violence, une intifada de l'autre. Dépourvu d'intifada d'un côté, dépourvu de négociation de l'autre, mais tout simplement parce que, objectivement, indépendamment de la campagne électorale, il faut bien reconnaître, on peut le déplorer, attention, je n'ai pas dit qu'il faut forcément s'en réjouir, on peut déplorer la situation, mais il faut bien comprendre que, faute d'être à l'échelle régionale, à l'échelle locale et à l'échelle internationale une question centrale, il n'y a pas de raison qu'elle devienne un enjeu électoral, même si, et là-dessus, j'insiste là-dessus, ça reste quand même, et ça je dis pour justement tempérer ce que je viens de dire jusqu'à présent, ça reste un marqueur d'identité politique. Je veux dire, même si la question palestinienne n'est pas à l'ordre du jour, elle reste un marqueur identitaire quand on se prononce. Ça ne veut pas dire que c'est le premier facteur, mais ça reste quand même un facteur qu'on a comme ça dans la conscience. Et c'est la raison pour laquelle certains ont voté pour Yamina, pas pour Yamina, pour le sionisme religieux et non pas pour Yamina, et ainsi de suite. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question de Raham. Voilà, sur ce parti islamiste. Alors tout d'abord, faites attention, en traduction française, à cette notion de parti islamiste. C'est pas un parti Daesh, c'est pas un parti Hamas et c'est pas un parti frères musulmans. Ou alors sur une certaine tendance, mais que je vais ici expliquer. En fait, il faut savoir que le mouvement islamiste, pas le parti, le mouvement islamiste existe depuis longtemps comme association, pas comme parti politique. Et il avait deux tendances qui, il se trouve, étaient superposées sur le plan géographique entre la tendance nord et la tendance sud. La tendance nord, dirigée par Raed Salah, a choisi délibérément, sur un plan idéologique, la voie de la subversion, la voie de la contestation, la voie de l'antisionisme radical, et le fait est qu'elle est, depuis quelques années, hors la loi et que lui-même, aujourd'hui, est en prison. Ça, c'est la tendance nord. Et qui prônait le boycott des élections. La tendance sud, qui a été dirigée longtemps jusqu'à ce qu'il disparaisse par Nimer Darwish, lui prônait d'emblée le dialogue interreligieux. Quand il y avait des dialogues interreligieux dans les années 80, 90, 2000, jusqu'à la disparition de Nimer Darwish, c'était toujours Nimer Darwish qui représentait l'islam avec des autorités, rabbinat séfarade, rabbinat ashkénaze, orthodoxe, etc. Il était toujours partant. Lui, au départ, je dirais, sa carte d'identité, c'est le dialogue interreligieux. Mais il est vrai que sur le plan strictement musulman, la vocation du Raham, c'est d'islamiser la société arabe musulmane. Et en ce sens, avec la dimension nationaliste, je dirais pas ne les concerne pas du tout, mais c'est pour eux tout à fait, on va dire, je dirais pas secondaire. Voilà, je veux pas être non plus méprisant, je connais quand même bien leurs écrits. Je dirais que c'est second. Voilà, second mais pas secondaire. Vous voyez, ça me permet de nuancer un peu le propos. On dit trop facilement ici qu'ils s'en foutent de la question palestinienne. C'est pas vrai, ni de l'occupation, c'est pas vrai. Mais ça reste second par rapport à leur vocation qui est de sauver la jeunesse de la drogue, de la modernité et je dirais, de l'intégration excessive au sein de la société judéo-israélienne. Et leur modèle, il faut le savoir, mais ça date des années 90, leur modèle, c'est le chasse. Ils disent, voilà, le chasse fait partie de tous les gouvernements, ou le Yahudut Torah, le parti ultra-orthodoxe, ils n'ont pas renoncé à un iota de leur idéologie antisioniste, mais ils ont une pratique politique clientéliste, et on ne veut pas faire autre chose que du clientélisme. Et là, je terminerai là-dessus pour vous dire que entre une coalition du changement qui irait de Bennett jusqu'à Raham et donc jusqu'au parti islamiste, et y compris la liste arabe unifiée, et un gouvernement Netanyahou, si ça persiste, qui serait obligé de faire appel à la liste arabe, le Raham, je vous pose la question, hein, je le dis avec un doute sur ce que j'annonce tout de suite, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain que le changement le plus révolutionnaire ne soit pas un gouvernement Netanyahou pendant 3 ou 4 ans, enfin jusqu'aux prochaines élections, avec le tampon kasher mis sur une participation, sur une représentation d'un parti arabe au gouvernement. Il faut bien comprendre, là on fait sauter un tabou qui existe depuis 1949. Alors vous allez dire, pourquoi on ne le ferait pas avec une coalition du changement ?
parce que la droite pourra toujours dire c'est eux qui, enfin c'est la gauche, le centre, qui a introduit ce danger-là, ce risque-là sur l'État juif au sein du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, sans me prononcer, mais soyons bien conscients que si on a une coalition de droite toute avec Sahar par exemple, là effectivement, pour ceux qui épousent les idées de J. Cole et de la paix maintenant, on va dire qu'on sera mal barré. En revanche, avec la participation, alors avec la participation de ce parti islamiste, à condition que ce soit pas par la porte de service, c'est-à-dire pas à l'extérieur, sans ministère, sans voilà, que ce soit pas une sorte de bouchée de pain, un petit peu comme à l'époque le Mapai avec les partis arabes qui lui étaient affiliés. Ça pourrait être, me semble-t-il, quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Ça ferait sauter ce tabou. Les Arabes, quand on parle de la démocratie israélienne, on s'enorgueillit toujours de dire que les Arabes participent de tous les parlements. C'est vrai, en termes de représentation, ils font partie de la Knesset. En revanche, ils ont toujours été exclus de l'exécutif et que le tampon cacher puisse être appliqué par Netanyahou, pour moi, je dirais, ce serait un moindre mal, compte tenu du fait que à long terme, eh bien, ce serait, je dirais, ce serait désormais un acteur politique, que ce soit la liste arabe ou que ce soit le parti islamiste, qui ferait partie désormais de toutes les équations politiques. Et ça me semble une révolution considérable. Je ne cache pas que sur le plan strictement personnel, je crois qu'on peut être appelé à le dire ici, et ce sera ma dernière phrase, je serais effectivement pour une réintroduction de la morale en politique, et ça me paraît être ce serait mieux réalisé si Benny Gantz obtenait le poste de Premier ministre, même si ça paraît improbable, que les autres leaders se préparent à la course pour la fois d'après, et que effectivement et la liste arabe unifiée et la liste islamistes puissent faire partie de cette coalition, mais là pour des raisons morales. Voilà, je suis partagé entre le rappel d'une normativité qui a disparu depuis 2015 avec Netanyahou, notamment depuis 2 ans avec ses systèmes, avec ses élections à répétition, et une révolution à long terme qui suppose que la gauche et le centre restent encore dans l'opposition, mais qui permettrait de faire introduire un acteur, et là changerait définitivement, on pourrait presque parler de la 3e République d'Israël. Merci. Très bien, merci Denis. Sami Cohen, donc que j'ai présenté en introduction, prof de Sciences Po à Paris, et qui vient de publier un livre aux éditions Fayard sur Israël, une démocratie fragile. Et je lui passe la parole maintenant pour dresser son point de vue, lui qui suit la politique israélienne régulièrement, sur l'état de la société israélienne à la fin de ce 4e tour. Bien, bonjour à tous. Merci David pour cette invitation à intervenir au cours d'une conférence de J. Cole. Merci Tamar, merci Denis pour vos exposés très éclairants. Donc, ma feuille de route consistait à parler de la démocratie en Israël. Il faut simplement que j'essaye de la raccrocher au wagon des élections et au wagon des perspectives d'avenir, ce qui est quand même un des sujets importants. Alors, le paradoxe est que je dois parler de la démocratie en Israël alors que la démocratie est un thème qui n'est pas intervenu dans la campagne électorale. À l'exception de Gideon Sa'ar qui a avancé une proposition qui était de limiter le nombre de mandats du Premier ministre. C'est une chose très importante, effectivement, que cela puisse se passer, puisqu'actuellement, le Premier ministre peut gouverner sans limitation de mandat, ce qui est une chose assez exceptionnelle au sein des démocraties. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que s'il faut parler de la démocratie, c'est parce qu'elle a évolué ces dernières années de manière assez préoccupante. Pendant les décennies 80 et 90, on avait assisté à une fortification, à une consolidation de la démocratie d'Israël. Et ça s'est traduit par une forme de sécularisation de la société israélienne. Ça s'est traduit par le renforcement de la Cour suprême, par l'extension des droits de la minorité arabe, droits politiques, sociaux, économiques. Ça s'est traduit également par une vitalité absolument phénoménale de la société civile,
étant donné qu'on peut constater que Israël comporte quand même le nombre des associations, des ONG, une des plus importantes de toutes les démocraties. Mais voilà, depuis, je pense, à peu près la fin des années 90, mais je peux dire, on l'a senti très nettement avec l'assassinat de Yitzhak Rabin, qu'il y a une espèce d'érosion lente, dans un sens contraire de la consolidation. Voilà, on découvre en 2015 qu'il y a une minorité des Israéliens qui ont décidé que le différent politique pouvait passer légitimement par le meurtre d'un Premier ministre. Ça, c'est très inquiétant. Vous avez eu, alors, à partir de 2009, le retour de Benjamin Netanyahu au pouvoir associé à des partis d'extrême droite, celui de Lieberman, puis celui de Bennett, à une offensive antilibérale continue, véritablement, qui a touché plusieurs acteurs. Elle a touché en priorité, à commencer par les ONG, qu'on accusait de faire le jeu de l'ennemi, de dévoiler des informations qui pouvaient être utiles pour des rapports d'organisations internationales. Et donc il y a un harcèlement constant qui visait à limiter leur source de financement, à les obliger à plus de transparence, alors qu'elles sont véritablement très transparentes. Parce que si vous allez sur leur site, toutes les informations sont là. Des interventions du Premier ministre de Benjamin Netanyahu auprès du gouvernement étranger, auprès de Theresa May, auprès du gouvernement allemand, auprès du gouvernement suisse, pour réclamer qu'ils cessent de soutenir financièrement les ONG. Ça a été la première attaque. La deuxième attaque concerne les Arabes israéliens. Il y a eu une succession de lois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous prendra beaucoup trop de temps, des lois qui visent à marquer clairement la supériorité de la majorité juive sur la minorité arabe. Alors on a eu les lois de la loyauté, les lois des comités d'admission, les lois de la Nakba, les lois de la suspension des députés, et on a eu la loi, bien entendu, c'est le couronnement de cet ensemble, la loi de l'État-nation qui a été votée en 2018 et qui prévoit que le peuple juif est le seul à avoir un droit, et il a un droit naturel à l'autodétermination sur la terre d'Israël. Voilà, c'est clair et net. La loi fondamentale de l'État-nation ne parle pas de démocratie, ne parle pas d'égalité, elle ne fait aucune référence à la déclaration d'indépendance de 1948. C'est une loi qui va dans le même sens que les autres. Il y a aussi des attaques très préoccupantes de la Cour suprême, certains d'entre vous les ont suivis, qui consistent à revenir sur les acquis des années 90 et faire en sorte que la Cour suprême ne puisse pas contrôler la constitutionnalité des lois ordinaires. Si ça se passe, c'est gravissime, parce que dans le système politique israélien, le seul contre-pouvoir institutionnel, c'est la Cour suprême. Si la Cour suprême n'a pas la possibilité de contredire les lois votées à la Knesset, eh bien c'est terminé. C'est-à-dire qu'une majorité à la Knesset peut détenir véritablement, transformer le système israélien en ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé la tyrannie de la majorité. Et puis il y a aussi, parmi les offensives antilibérales, antidémocratiques, celle menée personnellement par Benjamin Netanyahu contre le système judiciaire, à partir du moment où le système judiciaire l'avait, le conseiller juridique du gouvernement l'avait inculpé. Et là, on a des attaques régulières pour essayer de dénoncer la soi-disant partialité du conseiller juridique, des attaques pour demander que des enquêtes soient conduites contre les enquêteurs. Le ministre de la Justice, Amir Ohana, qui a été nommé temporairement, en tous les cas, en juin 2019, a dit une chose qui est invraisemblable dans une démocratie.
là, vraiment, j'ai tombé des nues. Il a dit une chose, la chose suivante. Il n'y a pas à exécuter chaque arrêt de la Cour suprême, il n'y a pas à exécuter chaque loi. Le ministre de la Justice qui dit ça, eh bien, dans une démocratie normale, il aurait dû céder sa place. En Israël, en tous les cas en Israël, je ne veux pas parler d'Israël, je veux parler de ce gouvernement de droite, nationaliste et religieux, ça ne s'est pas passé de la même façon. Samy, c'était le gouvernement précédent, hein, avant l'alliance avec Gantz, il faut préciser. Absolument, absolument. Donc, j'ai bien donné la date de juin 2019. Donc, c'était bien avant mars 2020, qui est la date, effectivement, de l'alliance Benny Gantz et Benjamin Netanyahu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelle est la logique de l'offensive antilibérale. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la volonté? Certains ont parlé de volonté d'instituer un régime fasciste, un régime autoritaire. Je n'en crois pas. Je pense que véritablement, l'obsession de cette droite nationaliste et religieuse, c'est d'instituer une supériorité des Juifs sur tout cet espace qui va de la Méditerranée au Jourdain. Pas seulement dans les territoires occupés, mais également dans l'État d'Israël actuel. Affirmer et réaffirmer les droits historiques. Il y a quelque chose qui est un tout petit peu étonnant, cette espèce de frénésie, cette d'anxiété qu'il y a à droite, de réaffirmer constamment les droits historiques du peuple juif, comme s'ils étaient menacés. Qui menace les droits historiques du peuple juif? Personne. Mais il y a cette anxiété, cette volonté d'enfoncer le clou encore et encore. C'est nous les premiers, c'est les droits sur cette terre nous reviennent en priorité. Et tous ceux qui s'opposent à ce dessein doivent être combattus. Les ONG, certainement, les ONG qui critiquent non seulement l'occupation, mais elles dénoncent aussi les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme commises par des soldats, par la police des frontières. Tous ces gens-là, les ONG, la Cour suprême, si elle ose s'opposer, les journalistes qui osent s'opposer, qui osent critiquer, les universitaires également, eh bien, ceux-là, eh bien, ils vont être attaqués sans pitié. Ce que je voudrais dire en quelques mots. Pourquoi j'ai intitulé mon livre Israël, une démocratie fragile? Parce que si on compare avec des démocraties qui sont un peu plus fortes ou carrément fortes, une démocratie forte suppose trois critères principaux. Premièrement, un système de contre-pouvoir. Deuxièmement, une culture démocratique forte, c'est-à-dire que les gens adhèrent à des valeurs, à des pratiques qui sont non écrites, des pratiques de retenue, des pratiques de modération, le respect des juges. Nulle part il est écrit que l'exécutif doit respecter la parole des juges. Mais les normes non écrites d'une démocratie, elles vont dans ce sens-là. Et bien entendu, le respect des droits fondamentaux de la minorité. Les démocraties fortes comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis même, elles respectent ces différents critères. Elles ont toutes plusieurs contre-pouvoirs en place. Le problème des États-Unis, par exemple, tout le système politique des États-Unis est structuré autour de pouvoirs et contre-pouvoirs incessants. Aucune institution ne peut à elle seule être le tout-puissant. Alors, en Israël, qu'est-ce qui se passe? En Israël, premièrement, je constate que la culture démocratique israélienne est faible. Les termes de retenue et de modération dans la droite sont des termes complètement incongrus. Au contraire, il faut vaincre l'adversaire, il faut le mettre à genoux. C'est tout le contraire du fonctionnement d'une démocratie bonne, d'une démocratie normale, d'une démocratie libérale, qui consiste à se battre avec des moyens et des armes qui sont compatibles avec le fonctionnement d'une démocratie. Je dirais également ce qu'on constate au niveau de la culture politique, c'est à quel point le mensonge politique a pris
une importance chez les hommes politiques, surtout de droite. Je ne dis pas que le mensonge n'existe pas à gauche ou au centre, mais je suis désolé, je ne veux pas personnaliser trop les choses, mais chez Benjamin Netanyahu, c'est devenu une forme de gouvernement. Alors, ça, c'est le premier critère. Premier critère, la faible culture démocratique des Israéliens. Deuxième critère, la faible opposition conduite par les partis politiques. D'abord, la gauche est très faible, je ne reviendrai pas là-dessus. Le centre-gauche n'a pas vraiment cherché à mobiliser massivement les Israéliens lorsqu'il y a eu des attaques contre la Cour suprême. On n'a pas vu de grandes manifestations de masse organisées par les partis politiques. Or, c'est très important. Les partis politiques ont un rôle essentiel dans la préservation de la démocratie. Et ce qui me semble regrettable, c'est qu'ils ne jouent pas ce rôle-là. Troisièmement, troisième critère, c'est l'opinion publique. Il me semble que là aussi, l'opinion publique ne s'est pas mobilisée. Je crois que les Israéliens ne se sentent pas concernés, sauf quelques minorités, quelques groupes sur lesquels je reviendrai. Ils ne se sentent pas concernés par les attaques contre les ONG, par les attaques contre les Arabes, voire les attaques contre la Cour suprême. Les attaques contre les Arabes ne les concernent pas. C'est les autres. Les ONG, elles ont une image épouvantable dans les sondages d'opinion. Un Israélien sur 7 considère que les ONG n'ont pas à donner des informations critiques sur l'armée et sur le gouvernement. Je dirais également fragilité du fait de cette anxiété qui existe, cette anxiété ambiante qui existe dans la société israélienne, qui ne touche pas seulement la droite, elle touche aussi d'autres couches de la société israélienne. Cette anxiété permanente pour la sécurité. Lorsque vous voyez, lorsqu'il y a des critiques émises contre Israël, c'est tout de suite un sentiment de profonde déprime, je dirais. Prenez par exemple l'offensive du BDS. L'offensive du BDS, pour moi, franchement, c'est pas grand-chose. C'est mineur. Bon, les Israéliens et le gouvernement de droite ont fait des tonnes. Ils ont fait comme si c'était une menace existentielle. Tout ce qui se passe au niveau, par exemple, de la Cour pénale internationale actuellement, ça peut être contré très facilement. Et là aussi, quel tintamarre autour de la Cour pénale internationale, comme si la Cour pénale internationale allait détruire l'État d'Israël. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, je dirais, dans la culture des Israéliens, cette espèce de crainte permanente qui fait qu'elle les amène à surréagir souvent et surréagir de manière qui n'est pas tout à fait conforme à ce que devrait être une démocratie libérale. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, premièrement, souligner le rôle de ceux qui se battent pour la démocratie en Israël, et c'est très important parce que ils sont minoritaires, mais il faut leur tirer quand même voilà, notre chapeau. D'abord, il y a au niveau de la société civile, des universitaires, des journalistes, des artistes, des écrivains, des ONG. Vous avez des personnalités politiques de droite qui ont joué un rôle très important. Il y a d'abord le président de l'État, Reuven Rivlin, qui, de manière systématique, rappelle le gouvernement à son obligation de respecter la démocratie. Vous avez eu un petit parti qui a disparu aujourd'hui, qui est le parti de Kahlon, qui s'intitule Kulanu, qui a joué un rôle déterminant en 2017-2018 pour barrer la route à la clause qui aurait permis au gouvernement de contourner les éventuels refus de la Cour suprême. C'est lui véritablement qui a été, je dirais, le maître d'œuvre et qui a conduit la manœuvre d'opposition. Vous avez aussi, je dois dire, Gantz a joué un rôle pendant cette période. Il a essayé de calmer le jeu avec le fait
un de ses hommes détenait le poste clé du ministre de la Justice, donc ça a réussi à calmer le jeu. Vous avez des manifestants qui descendent, qui vont toutes les semaines manifester. Alors au départ, c'était vraiment plutôt sur le thème de la corruption, le thème de la démocratie. Maintenant, c'est très mélangé. C'est également des chômeurs en colère, des gens qui sont insatisfaits de la situation due à l'absence de soutien suffisant du gouvernement envers tous ceux qui sont à la peine suite au coronavirus. Alors, je dirais au total, des gens vraiment, voilà, il faut vraiment soutenir, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça qui va freiner qui a pu freiner, qui va freiner les dérives de la démocratie. Moi, je dirais même plus, ce sont plutôt des députés de droite modérés qui sont les plus capables de mettre un bémol à ces sensibles. Alors, je voudrais pour terminer citer Raymond Aron qui disait « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à condition c'est qu'elle le veuille ». Alors, la question est qui le veut? Qui le veut? Il y a certainement, je dirais globalement, pour simplifier, un clivage entre deux camps. Il y a un camp qui est très attaché à la démocratie, à l'état de droit, qui est prêt à des compromis avec les Palestiniens et qui pense que la démocratie prime la religion. Et vous avez un autre camp qui est un peu vraiment de l'opposé, qui estime que les valeurs juives doivent primer les valeurs de la démocratie, qui sont véritablement obsédés par les pouvoirs de la Cour suprême et par toute forme d'opposition et toute forme de contre-pouvoir, qui refusent tout compromis politique avec les Palestiniens et qui, je dirais, ils ne sont pas pour abattre la démocratie, ils sont pour une démocratie à minima, une démocratie qui leur laisse les mains libres. Alors, ce clivage, on le retrouve actuellement suite à ces dernières élections. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux camps, pour faire de manière schématique, le camp que Benjamin Netanyahu pourrait regrouper, c'est-à-dire le camp des différentes droites autour de lui. Ce camp, il est globalement plutôt antilibéral au niveau politique, pas au niveau économique, je parle au niveau politique, antilibéral et qui est plutôt favorable à la castration de la Cour suprême. C'est quand même 70 députés. Je pense que si Benjamin Netanyahu réussit à former un gouvernement de droite, avec son extrême droite, il est capable de pousser beaucoup plus loin l'offensive contre les juges, contre la Cour suprême, contre le conseil juridique du gouvernement. Il est véritablement il est en mesure de faire passer des lois qui le préserveraient de toute la procédure judiciaire qui est engagée contre lui. Et vous avez un autre camp. Alors l'autre camp, disons le camp du changement, s'il arrive au pouvoir, on peut estimer que les choses s'amélioreraient quand même. Ça, il faut le dire. Les attaques contre la Cour suprême seraient beaucoup plus difficiles avec Gantz au pouvoir, Lapid, voilà. Je pense qu'il n'y aurait pas une majorité qui irait dans le sens des années précédentes. Ça, c'est une première chose. Il n'y aurait pas non plus cette frénésie des lois ad hoc, pratiquement plusieurs par an, pour essayer de renforcer les pouvoirs de la majorité contre la minorité. Je crois que la loi de l'État-nation du peuple juif ne sera pas remise en cause, bien que Benny Gantz a dit à un moment qu'il souhaitait qu'elle soit amendée. Je pense qu'elle ne le sera pas. C'est compliqué d'amender une loi cette loi-là, dans la mesure où il leur faudrait une majorité solide et une majorité de 61 députés, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de 61 députés pour remettre en cause la loi fondamentale de l'État-nation, ou, si ce n'est pas de le remettre en cause, mais au moins de l'amender pour introduire à l'intérieur des articles qui concernent la démocratie
et des clauses qui concernent l'égalité de droit. Alors, l'égalité de droit. Israël est peut-être la seule démocratie au monde qui ne comprend aucune clause dans les lois fondamentales qui concerne l'égalité. Rien du tout. C'est vraiment invraisemblable. Et ce n'est pas fortuit. À un moment, Benny Gantz a essayé, au cours de l'année précédente, de faire passer une loi fondamentale sur l'égalité des droits. Il n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas de majorité au Parlement là-dessus. Les ultra-orthodoxes sont nettement contre. Les religieux, les partis de droite, d'extrême droite, sont quasiment contre. Et donc, il est impossible pour l'instant de faire passer une loi sur l'égalité en Israël. Voilà, donc, on a ces deux courants, lequel va l'emporter. Voilà, je rejoins les analyses de Denis et de Tamar qui sont, voilà, le jeu est un peu ouvert pour l'instant. C'est un peu le suspense. Je pense qu'on a deux voies claires et nettes. Netanyahu qui l'emporte, je pense que ce sera l'aggravation de l'offensive antidémocratique. L'autre voie sera un relâchement de la tension, un retour à une situation un peu plus apaisée, un peu plus normale. Qui vivra verra. Merci Samy. D'abord, entre Tamar et Denis, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Samy? Oui, je veux bien répondre. Oui, vas-y, okay. vas-y. Je voudrais raconter une petite anecdote. Je pense que ça illustrera très bien. Il y a une émission satirique très populaire en Israël et qui, le soir des élections, a montré deux personnages qui reviennent dans cette émission. C'est un juif oriental et dont la compagne est une juive russe, hein, de ex-Union soviétique. Et à un moment, on lui pose la question, alors, comment on va s'en sortir? Et l'homme, qui s'appelle Shaouli dans l'émission satirique, répond par un monologue qui a saisi toute l'opinion publique israélienne. Ça a été, comme on dit aujourd'hui, viral, en disant ce qu'il faut, c'est une guerre civile. Et peut-être le seul défaut, je dirais, dans l'explication qu'il apportait, c'est qu'il disait, en gros, des juifs yéménites, alors c'était drôle sur le plan de la satire, hein, mais plus classique et pas très subversif, consistait à dire, écoutez, on ne peut pas faire un peuple avec des juifs yéménites, des juifs ashkénazes, des juifs orientaux, etc., ramenant le conflit ou l'antagonisme israélien qui se révèle au bout par ce match nul autour de quatre dernières élections, à cette dimension on va dire, ethnique, ethnoculturelle. Et je pense, et là je souscris totalement à l'avis de Samy, que ce qu'il ne mentionnait pas suffisamment, c'est que le vrai clivage n'est pas un clivage entre juifs yéménites, juifs roumains, juifs polonais, juifs américains et marocains, mais c'est effectivement un clivage entre une démocratie libéral, et encore une fois, il y a un consensus économique sur le libéralisme ou sur le néolibéralisme, mais bien libéral sur le plan politique, et une démocratie plus conservatrice et plus soucieuse de ses prérogatives, effectivement, pour affirmer l'État juif. Et c'est là où ça se joue. Et je dirais que ce clivage-là, encore une fois, on a plus de personnes, d'électeurs qui sont favorables au renforcement, soit par sentiment de sécurité, sans peut-être se rendre compte des risques qui pâtiraient à tout le monde, hein, si ça devenait une démocratie libérale, hein, que les ONG qui en pâtiraient, il n'y a pas que les Palestiniens qui en pâtiraient, et les Arabes israéliens, mais la population tout entière, me semble-t-il. Et ça, c'est vrai qu'actuellement, c'est le clivage fondamental, et c'est vrai qu'il a eu tendance à l'emporter sur la question palestinienne, qui était le traditionnel clivage qui distinguait la gauche de la droite. C'est vrai qu'encore une fois, c'est aujourd'hui, ça vient au second plan, et c'est vrai que c'est l'attaque en règle sur les institutions, le respect des normes, hein, je suis tout à fait d'accord avec Samy, ces normes non écrites, qui jouera ce rôle de garde-fou qu'a joué le Koulanou, qu'a joué le Parti travailliste lorsqu'il y était entre 2009 et 2013. C'est vrai que de ce point de vue, l'enjeu est de l'ordre que celui qu'a décrit Samy. Je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est aujourd'hui le clivage principal.
En même temps, cet électorat de droite n'est pas totalement dogmatique sur toutes les questions. J'en veux pour preuve, tu l'as cité, Samy, Amir Ohana, ministre de la Justice, actuellement ministre de la Sécurité intérieure, le ministre de la Police, si vous voulez, est un homosexuel. Et les mêmes partis orthodoxes qui pestent contre les droits, etc., s'accommodent parfaitement du fait qu'un des ministres, et pas le moindre, soit un homosexuel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les choses sont pas très bien engagées, et je partage un peu l'inquiétude de Samy, mais je voudrais dire, peut-être pour donner une petite note optimiste malgré tout, il y a quand même une idée qui fait son chemin, et celle-là, elle est complètement liée à la démocratie, aussi fragile qu'elle soit, Samy, c'est la notion d'égalité. Et quand bien même il n'y a pas de loi fondamentale sur l'égalité, et c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de la participation d'un parti arabe au gouvernement, eh bien, ça ne soulève plus le tollé dans l'opinion, hein, je ne parle pas chez les hommes politiques de droite, ça ne soulève pas parmi les électeurs de droite le même tollé que ça pouvait soulever encore il y a 1 an ou 2 ans. Et bah oui, chacun a droit à sa part de pouvoir et à participer à l'exécutif, mais encore une fois, je ne dis pas ça pour dire tout va bien dans le meilleur des mondes, loin de là. Je finirai peut-être par cette note-là. C'est vrai que la gauche est affaiblie, le centre également, et en même temps, elle n'est pas moribonde. J'insiste là-dessus. Le score de Gantz des travaillistes et du Meretz, additionnés ensemble, montre que ce soit une gauche plus centriste, je veux bien l'admettre, c'est pas une gauche socialiste, mais on va dire une gauche social-démocrate, elle existe, elle a montré qu'elle est là. Alors certes, c'est peut-être pas les plus jeunes qui votent pour eux, etc. Hein. Il faudrait voir faire un peu de sociologie électorale pour mieux s'en rendre compte, mais allez, on va finir comme ça, la situation est grave mais pas désespérée. Je me permets aussi d'intervenir parce que entre le 3e tour et le 4e tour, on voit quand même une évolution. Et par rapport justement au pessimisme ou l'optimisme, premièrement, il y a 1 an, Gantz n'a pas été capable de créer un gouvernement avec les Arabes parce qu'il pensait qu'il n'aurait jamais un soutien et dans son propre parti, on ne l'aurait pas suivi. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait possibles. C'est-à-dire qu'en 1 an, c'est une complète révolution qu'un parti arabe, et non le moindre, puisqu'on parle d'un parti islamiste, puisse participer à un gouvernement. Ça, c'est une évolution majeure en 1 an. Et deuxième point, la mobilisation de la population dans les rues d'Israël depuis 1 an, samedi après samedi, de dizaines de milliers de personnes, de façon constante, non pas pour des questions sociales et économiques comme en 2011, où c'était une revendication uniquement pour sur les plans économiques à cause des problèmes de niveau de vie, mais là, c'était vraiment une revendication pour la démocratie, pour se battre pour des valeurs fondamentales. Et ça, c'est nouveau, je dirais, dans la vie politique israélienne. Et cette constance de cette mobilisation est aussi un acquis, je dirais, de la dernière année. Et semble-t-il qu'elle n'est pas prête de s'arrêter, puisque un de ses leaders, Amir Eskel, ancien général de l'aviation, qui a été présent tous les samedis, vient d'appeler à se remobiliser à partir de la semaine prochaine devant le bureau du président de l'État pour rappeler l'exigence de cette contestation de ne pas donner le mandat de Premier ministre à un homme qui est sous inculpation. C'est quand même ça un point fondamental dans lequel se retrouvait tout ce monde de contestation. Donc voilà, un mouvement qui ne va pas s'arrêter, semble-t-il, dès la partir de la semaine prochaine. Alors les questions maintenant que je vais vous poser, premièrement, une question sur le scénario Gantz. Comment peut-on imaginer que Gantz puisse avoir autour de lui, je dirais, 61 soutiens, ou en tout cas ne pas avoir contre lui 61 soutiens? Est-ce que c'est un scénario envisageable? Tu l'as évoqué, Denis. Et l'autre question, pourquoi Bennett comme candidat, comme Premier ministre, avec seulement 7 mandats? Et pourquoi pas Lapide, qui en a 17? Tamar Etchomat? Je reviens juste une phrase en arrière. Je suis tout à fait d'accord que le combat dans les années à venir, c'est le pouvoir du règne de la loi, de la Cour suprême et tout le mécanisme qui peut contenir la démocratie et la pression de la droite et de l'extrême droite. Après, je suis aussi d'accord qu'il y a des gens qui sont à droite et qui ne souhaitent pas avoir l'érosion de ces établissements, qui tiennent bon. Et il y a toujours le problème qu'il n'y a pas de constitution en Israël, ça a ses avantages et désavantages. Après, dire, excusez-moi,
qu'Ohana, puisqu'il est homosexuel, je trouve qu'il a fait beaucoup de choses contre la communauté LGBT. Je trouve qu'il y a des gens qui tiennent une place, c'est important de le dire, ça veut dire que les choses sont beaucoup plus compliquées, qui tiennent une place où soi-disant ils représentent et ils représentent plus. Il y a une question de, comment dire, des tabous qui sont transgressés. Du moment où on attaque une communauté, où on dit que la Cour suprême n'a pas le dernier mot, très difficile de revenir en arrière. Et ça crée un grand problème à la démocratie. Maintenant, sur la question de Gantz. Gantz n'a pas assez de levier politique pour devenir Premier ministre. C'est quelqu'un qui peut fédérer, qui peut aller entre Sarr, Lapide et discuter avec eux, mais il n'y aura jamais un consensus derrière lui parce qu'il n'a pas su créer les conditions d'être indispensable. Et que sa scission de Yair Lapide, une fois que Netanyahou lui a proposé d'être le premier ministre alternatif, a créé quand même une déchirure entre les deux. Ça va être très, très difficile. Par rapport à Bennett, il n'a que 7 mandats, mais c'est lui qui contient, ce que je dis, il est balancier. Ça veut dire tant qu'il se prononce pas, et là j'ai mis dans les réactions ce qu'il a dit suite au discours de Netanyahou en disant je vais mettre d'abord mes promesses et les biens des citoyens devant des postes proposés. Bon, il joue. Donc, il peut être Premier ministre même avec 7 mandats parce qu'il arrivera, et encore une fois, ça sera en alternance. Il ne faut pas penser qu'il sera Premier ministre, il sera le premier Premier ministre, et puis Sarr, puis Lapide. Lapide, il a 17 mandats, il n'arrive pas à fédérer suffisamment du monde pour être recommandé comme Premier ministre, parce qu'il faut que un certain nombre de partis recommandent au président Rivlin en candidat de former un gouvernement. Et même s'il a 17 mandats, il n'a pas suffisamment de gens qui vont le recommander. Donc, il s'agit d'un gouvernement d'alternance. En tout cas, il faut savoir qu'en Israël, il n'y avait aucun gouvernement depuis 1948 qui allait jusqu'au bout de son mandat. Donc, c'est une affaire très risquée, l'alternance de poste de Premier ministre, parce que le deuxième n'est jamais sûr de pouvoir vraiment l'occuper. Denis, tu compléteras peut-être la question que j'avais posée sur Gantz et Bennett, mais je rajoute un point. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une coalition de tous ceux qui s'opposent à un 5e tour? Parce que il y a quand même un sentiment en Israël de rejet dans la population, de retourner dans quelques mois encore voter. Déjà, on a constaté une baisse du taux de participation entre l'an dernier et cette année de 4 points. Et on entend de plus en plus des gens qui disent « il y en a marre, ça suffit, la situation économique est grave, on a d'autres problèmes que de répondre aux problèmes des politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux ». Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un scénario où le mouvement d'opposition, on va appeler ça comme ça, ou du changement, qui se sont engagés à ne pas faire un 5e tour, de Bennett à la liste arabe unie, parce qu'aucun d'entre eux n'a intérêt peut-être à un 5e tour, puisse se coaliser pour trouver une solution. C'est vrai que si on interroge l'opinion publique espère que la classe politique comprend enfin qu'un 5e tour ne changera pas grand-chose. Je tiens quand même à rappeler une chose. Moi-même, dans une interview que j'ai donnée le jour des élections, donc avant les résultats, j'ai parié pour une victoire de Netanyahou à l'arraché en me disant qu'il avait fait d'abord une campagne positive. On est sorti quand même de cette campagne électorale bien moins affectés les uns et les autres parce que Netanyahou faisait une campagne sur les vaccins et sur les accords d'Abraham. 2 sujets qui ne sont pas clivants, il faut bien le reconnaître. Et si dans ces conditions-là, il n'a pas obtenu la majorité absolue, ce que moi-même j'avais pressenti, c'est dire à quel point, certes, la campagne et les accords lui ont permis de tenir bon, de ne pas être défait, mais dans les meilleures conditions, il n'a pas réussi à faire mieux. Alors, qui a intérêt aujourd'hui à un 5e tour? Il y a le Likoud,
parce qu'ils ont perdu 300 000 voix d'une élection à l'autre, donc et 6 sièges puisqu'ils sont passés de 36 à 30, et éventuellement la liste arabe unifiée puisqu'ils sont passés de 15 députés avec le parti islamiste à 6 députés plus les 4, donc de 15 à 10 si on additionne les deux tendances de l'électorat des partis arabes. Tous les autres, aucun intérêt. Le Meretz ne fera pas 6 encore une seconde fois. Il a été sauvé parce qu'on n'a pas cessé de dire qu'il était au bord de ne pas être élu. Gantz aura beaucoup de mal à refaire. Même chose pour les autres. Donc, tout le monde est à peu près satisfait de son score. Et donc, je les vois mal, comme un seul homme, aller voter une nouvelle dissolution. Et puis, j'ajouterais que voilà, les choses ont été prouvées pour la 4e fois. Citoyens, une citoyenne peuvent changer d'opinion toutes les décennies, tous les 20 ans, tous les 30 ans. En 2 ans, personne ne change d'opinion politique. On peut changer de bord, on peut changer au sein du même bloc, on peut passer du Likoud à Yamina, de Yamina à Smotrich, de Smotrich à Gidon Sa'ar, mais on ne passe pas de la gauche à la droite, des laïcs aux religieux et vice-versa. Et j'espère que ça, on le comprendra. Est-ce que cela suffira? Moi, je suis d'accord avec Tamar, les chances de Benny Gantz sont faibles parce qu'il n'a pas réussi en 1 an à faire la preuve de sa compréhension de la chose politique, même s'il s'est bien débrouillé dans les dernières semaines, et même pas les derniers mois, mais les dernières semaines. Il a été un peu une sorte de bleu dans une arène politique très aguerrie et très expérimentée. Et ce serait, je dirais, oui, alors, le fait qu'il ait 8 mandats, tout ça ne jouera pas de toute façon, hein, puisque si c'est la pile, il n'en a que 20. Je veux dire, on n'est pas dans des chiffres mirobolants. Même le Likoud n'en a qu'un quart des électeurs. Néanmoins, ce serait pour moi la seule issue parce que ça permettrait justement d'inspirer une autre logique que la logique de l'intérêt immédiat, que la logique de l'ego personnel, etc. Puisque ce serait une manière de signifier à Netanyahou que ce qu'il a voulu interrompre artificiellement et dans des conditions dégueulasse, passez-moi le mot un peu familier, eh bien, on rétablit la juste logique des choses. Il suffirait pour cela que Gantz admette qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, il ne se représente plus, et à ce moment-là, peut-être que ces 3 colistiers, enfin ceux qui sont derrière lui, accepteraient. Voilà, ça me paraît être la seule injection neuve capable de séduire une opinion publique qui est dans l'attente d'un changement qui serait impulsé par un réflexe moral et pas simplement par une compétition entre les cadres. De là à imaginer que cela puisse se paraître, j'avoue que je reste malheureusement très sceptique, mais même si ça permettrait peut-être d'ailleurs d'additionner au moins un parti orthodoxe, dans la mesure où Gantz a de très bonnes relations avec les partis orthodoxes, quitte à se séparer de Lieberman. Oui, l'équation existe, mais elle reste assez faible et actuellement, personne ne voit quelle sera l'issue entre tous ces scénarios qui est encore une fois la vertu ou l'inconvénient du système proportionnel. Très bien, conclure notre soirée. Je m'adresse à Samy. Est plutôt une démocratie illibérale ou un autre modèle que tu pourrais caractériser et je te laisse la parole pour conclure. Merci David. Avant de répondre à ta question, rapidement, je voudrais revenir sur l'intervention de Denis et la tienne, très rapidement. L'intervention de Denis, il est très difficile de débattre avec Denis, très difficile parce que nous sommes d'accord presque sur tout. Voilà. Et donc, il y a eu quand même un point qu'il a évoqué, c'est celui d'une loi fondamentale sur l'égalité. Je pense que cette loi est absolument nécessaire parce que c'est ce qui permet aux tribunaux d'avoir une base juridique pour défendre les citoyens israéliens. Ça, c'est un point, il me semble important. David, au sujet de ta remarque concernant la révolution que constitue la possible intégration d'un parti politique arabe dans cette majorité de droite, je demande à voir. Moi, je ne suis pas aussi optimiste pour l'instant. Parce que quoi? En fait, Netanyahou agit de manière totalement instrumentale. Ce n'est pas de la conviction, c'est purement calcul d'intérêt politique étroit. Ce qui veut dire qu'il peut revenir sur ces calculs et vouer aux gémonies d'ici quelques années de nouveau au cours d'une
éventuelle campagne électorale vouée aux gémonies des Arabes s'ils osaient s'allier au centre-gauche. Donc, voilà, je suis modérément enthousiaste. Et pour terminer, donc, sur ta question, comment définir la démocratie israélienne? Moi, je dirais que, enfin, c'est ce que j'ai écrit dans le livre, c'est que je pense que Israël n'est pas une démocratie libérale à l'occidentale pour plusieurs raisons. Un pays qui occupe une autre population de manière aussi prolongée, qui construit des colonies en dépit du droit international, qui ne donne pas l'égalité des droits à tous ses citoyens, ce n'est pas une démocratie libérale. Bien que la démocratie israélienne ait des qualités indéniables. C'est pour ça que je dirais qu'elle n'est pas une démocratie illibérale non plus. Ce n'est pas la Hongrie purement et simplement. Il y a des ressemblances entre Netanyahou et Viktor Orban. Ces attaques contre la Cour suprême, ces attaques contre les ONG, c'est vraiment des attaques ressemblantes point pour point à ce qui se passe en Hongrie. Je dirais plutôt que c'est une démocratie semi-libérale. Une démocratie semi-libérale qui est capable de bouger, d'évoluer d'un côté tantôt vers le pôle libéral, tantôt vers le pôle illibéral. Mais il me semble que la définition d'une démocratie semi-libérale serait peut-être la plus adéquate. Merci Samy, merci Tamar et merci Denis. Je crois que on a fait le tour de la situation telle que ce soir, en tout cas, on peut l'analyser. Ça bouge d'heure en heure. Pendant que vous parliez les uns les autres à la télé israélienne, se sont succédés, d'après ce que j'ai compris, Netanyahou, Sar et Bennett qui sont intervenus dans ce débat. Ça fait partie du jeu démocratique en Israël, de ce qu'on appelle le second tour après les élections. Maintenant, ça se négocie entre eux. On saura dans les prochains jours ce qu'il en ressortira. Sur le plan technique, en tout cas, à partir de la semaine prochaine, je crois que c'est mardi ou mercredi, le président va commencer à recevoir les représentants des partis et puis ensuite il confiera le mandat à celui qui est le plus susceptible, en tout cas, d'avoir une majorité. On verra comment les camps vont se positionner d'ici là. En tout cas, on va suivre cela avec intérêt. Je vous renvoie au livre aussi bien de Denis sur Israël et ses paradoxes qui traite de toutes ces questions que nous avons abordées ce soir et au dernier livre de Samy sur Israël, une démocratie fragile. En ce qui nous concerne, nous continuerons nos prochaines activités. Le prochain Zoom est déjà figé au 28 avril où nous allons aborder, je dirais, l'après-crise Covid en Israël, à la fois sur les questions sanitaires, économiques et sociales, parce que c'est ça aujourd'hui l'enjeu de la société israélienne. Après être sorti, c'est ce qu'on constate, et tant mieux, de la crise du coronavirus, puisque grâce au vaccin, elle revient progressivement à la vie, je dirais, l'économie commence à redémarrer, mais il y a beaucoup à réparer, et justement, on va aborder cette question-là d'ici un mois, le 28 avril. Vous recevrez l'information. Merci à tous et vous pourrez revoir l'enregistrement de cette conférence sur le site Ficol TV ou sur notre site tout simplement. Bonsoir et à bientôt à tous. Toda rabba, Tamar, les trottes. Bonsoir, merci. Au revoir.